Mes chers abonnés, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler encore du Petit Théâtre des Opérations, toujours volume 1, et aujourd'hui nous allons parler de la bataille de Dixmude, qui a eu lieu en octobre 1914. Alors comme vous pouvez le constater, au premier plan, nous apercevons un combattant poilu de la Bretagne, car il faut savoir que les Bretons ont été mobilisés pour faire barrage à l'armée prussienne et donc à l'Empire austro-hongrois durant la Première Guerre mondiale. Et donc c'est pour ça qu'ils ont été les chercher pour faire barrage entre guillemets. Il faut savoir aussi qu'à cette époque, durant ce conflit, que ce soit les Bretons ou les Corses, les différences culturelles et tout, bah, on les considérait comme des sous-merdes. Enfin, excusez-moi, pour être plus poli, on les considérait comme des décès de la société. Allez savoir pourquoi, c'est peut-être par rapport aux origines culturelles, je ne pourrais pas vous dire, je vais essayer de faire mes recherches personnelles pour essayer de savoir ce qu'il en est par rapport à ça. Mais oui, que ce soit les Bretons ou les Corses, ou même les combattants des colonies, n'ont pas eu le même traitement de faveur que les combattants nationaux, qui soient originaires de Paris, de Normandie, enfin voilà quoi. Bon, sans plus attendre, j'ai assez papoté, on va lancer cette nouvelle vidéo, alors accrochez-vous bien. Et c'est parti. TGV 8042, 3, Paris, de 15h27. Le plus grand prédateur marin, c'est le requin. Non, c'est l'orque. Requin, l'orque, requin, l'orque, requin, l'orque. Du calme, les enfants. Requin, requin, requin. Du calme. Et non, les enfants. Le plus grand prédateur marin, c'est le breton. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. L'histoire de Le Petit Théâtre des Opérations, Dixmude. Une histoire vraie racontée par l'odieux connard. 1914. La guerre vient d'éclater et ça va visiblement surtout se jouer à terre. Bon les gars, il y a besoin de nous à terre. Diaou! Yann, tu changes de ton tout de suite. L'état-major confie donc au contre-amiral Pierre-Alexis Ronarc'h de rassembler tous les marins qui glandent sur les bateaux. Et donc, en comptant les cuistots, les électriciens et les mousses, on est à 6500 hommes, chef. Ah ben, et sur les bateaux, il y a de tout. Bon, après, l'état-major leur trouve une affectation. Allô, Ronarc'h, on a une affectation pour vos fusiliers marins. Vous allez garder Paris, mon vieux. Vous voyez où c'est, Paris? Paris, 430 km. Kilomètres. J'ai entendu dire que plus à l'est de Nantes, il n'y avait plus rien, et qu'après, on tombait dans le vide. Ça suffit, Yann. Ah, Paris. Regardez, Marguerite, des Bretons, comme c'est exotique. Je crois que j'en ai déjà vu un à l'exposition coloniale. Ah, ah. Avec leurs pompons, on dirait de petites demoiselles. C'est en effet le surnom que leur donnaient les Parisiens, les demoiselles de la marine. Notez que pour d'évidentes raisons, le nom n'est pas resté. Du calme, Yann, reprends du chouchon, Yann. Cependant, le destin des marins va se jouer dans un bureau. Et donc les Belges nous demandent du renfort, mais nous avons besoin de toutes nos forces sur la Marne. On pourrait peut-être leur envoyer des troupes pourries. Excellente idée. Je sais exactement à qui confier ça. Allô, Ronarc'h, on a une mission pour vous. C'est ainsi que le 15 octobre 1914, les fusiliers marins arrivent à Dixmude pour soutenir l'allié belge. Ah, ça y est, voilà les renforts français. Ils sont encore un peu loin, hein. Mais non, on est juste là. Dites-nous où sont les types à qui on doit démonter les molaires. Oui, allô, l'armée française. Dites donc, vous vous foutez pas un peu de notre gueule avec vos renforts là? Renard qui est conscient qu'on sacrifie sa troupe pour couvrir la retraite de meilleures unités. Mais il met immédiatement ses hommes au travail pour creuser des tranchées. Et vous parlez breton? Alors? Comment dit-on chez nous dans votre langue? On dit Mont-Saint-Michel, gamin. Au 31 du mois d'août. On va tellement se prendre une branlée avec des alliés pareils. Le 16 octobre, l'armée allemande arrive à son tour devant Dixmude. Herb observe, Dixmude n'est défendu que par 5000 Belges et 6500 types à pompons. Ah, ça va être facile. De son côté, Ronarc'h reçoit ses ordres de Foch. Vous devez retenir les Allemands 4 jours, Ronarc'h, à tout prix. Ok, ils sont combien 50 000. C'est tout? Je ne vous entends plus, je passe dans un tunnel. Vous faites hyper bien le tunnel, mon général. Chef, les Allemands sont là. Distribuez les rations de cidre. Cidre, cidre, cidre. Non, pas toi, Yann. Tu sais que tu es tombé dedans.
étant petit. Clin d'œil pour Astérix Obélix. Pour ceux qui ne savaient pas, voilà, c'était une petite référence. Les Allemands commencent par faire bombarder la ville. Boum, 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 boum. Brisez-moi ces troupes pourries. Mais cela ne brise pas le moral des marins, qui, pour tenir, chantent. De Nantes à Montaigu. Nos rapports indiquent une forte concentration de choristes face à nous. Ils évoquent une sombre histoire de digues et de cul. Nos analystes tentent de décoder cela. Aïch, inutile de chercher à comprendre. Donnez l'assaut et rasez-moi ce bordel. Pour le Kaiser, sauf que le bombardement n'a rien entamé. Le moral des marins qui accueillent vivement les Allemands. Je me sens un peu faible. Non, tu n'auras pas de cidre, Yann. Slap, slap, slap. Oui, mon Kaiser, des types à pompons et qui chantent. On a pris une branlée, mais on peut se refaire. C'est à chaud échoue à toutefois. C'est à chaud échoue à toutefois. Permis de savoir où sont les défenses françaises. Une attaque de nuit est donc lancée. Chut, chut, chut. Sauf que Renard l'a également prévu et donc déplacé ses défenses pour tendre des pièges aux Allemands. Vous cherchez quelque chose? Oups. Les assaillants finissent en crêpe. C'est caoutchouteux, je préférais l'anglo. Finalement, les plus étonnés de voir Dixmude tenir, ce sont les Français. Maintenant... Mais, c'est pas des unités pourries qu'on avait envoyées là-bas. Mais la surprise est partagée. Was 50 000 hommes bloqués? Mais c'était pas des petites unités pourries qu'on avait en face. Bon, ça suffit. Envoyez des canons plus lourds, bombarder ces Bretons. Après les canons de 77, c'est donc au canon de 210 que les Allemands bombardent la ville. Boum, 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 boum. Ah bon? Ça tombe dehors. Ils pourraient attaquer quand même. Kexken va mettre nos crêpes maintenant. Les Allemands font donc venir leurs canons de 4200 mm conçus pour détruire les forteresses. Boum! Bon, cette fois, ça fait mal au bara. Le 25 octobre, les Allemands passent à l'offensive pour en finir. Pour le Kaiser, ils n'ont plus en face d'eux des marins, mais des marins énervés. Les rapports sont confus. Ils auraient apparemment repoussé notre attaque, mais également transformé plusieurs de nos officiers en bignou. Finalement, l'état-major français consent à envoyer 1200 tirailleurs. Oula, excusez-moi, la caméra, c'est... Voilà. Consent à envoyer 1200 tirailleurs sénégalais en renfort. C'est sympa, mais attention, vous mangez vos propres Allemands. On ne mange pas nos ennemis, c'est une légende. Ah, tant mieux, ça en fera plus pour nous. Cependant, l'artillerie dévastant Dixmude, les Allemands parviennent à avancer. Sauf qu'un énorme rebondissement se prépare. Le roi des Belges pense à une grosse blague. Quitte à abandonner le terrain, autant le rendre inutilisable. Vous pensez à la technique de la terre brûlée? Je pensais plus à la technique de la terre noyée. Le roi fait ouvrir les écluses pour que la mer du Nord envahisse Dixmude. Les Allemands sont surpris, tentent un tsunami en Belgique. C'est pas banal. Le champ de bataille est donc inondé. Dixmude n'est plus qu'une presqu'île. Et devinez qui est particulièrement efficace en zone inondée? Le marin breton. Voilà, ça ressemble plus à la maison. Maintenant, je vais te tuer, bigorneau. La résistance de Dixmude reprend donc de plus belle. Bouhouhouhou! Il pourchasse mes hommes en chantant à la pêche aux moules. Les marins, eux, reçoivent enfin l'ordre de décrocher. Vous êtes encore vivants? Bon bah, il est temps de partir alors. Paxson va raser la zone de toute façon. Elle est inutilisable. Le 10 novembre, Renard et ses hommes quittent Dixmude. Ils devaient tenir 4 jours. Ils ont tenu 3 semaines. Incroyable, hein? Bon, on chante un truc? Les marins rentrent victorieux. Alors, c'est qui les demoiselles maintenant? Du calme, Yann. Reprends du chouchon, Yann. Ils ont perdu 50% de leur effectif et laissé des blessés derrière eux. Qu'ils y viennent. L'armée du Kaiser a eu 14 000 hommes hors de combat sur les 50 000 engagés. Bien. Qui peut m'expliquer comment une bande de marins-pêcheurs choristes nous a collé une branlée? J'attends. Oui, c'est ce qu'a vraiment déclaré le Kaiser. Les fusiliers marins reçoivent à cette occasion leur drapeau, faisant de cette brigade de briques et de broc un régiment officiel. Ils s'illustreront encore durant de nombreuses batailles de la guerre. Et pas seulement dans la Première Guerre mondiale. Car durant la Seconde, on retrouvera les fusiliers dans une autre position, on leur demandera de tenir Birakeim. Il faudrait qu'on pète les écluses comme à Dixmude pour noyer tout ça. Mais ceci est une autre histoire, et tout comme celle-ci, elle est vraie. Dixmude, la naissance d'un bataillon. Si vous vous demandiez ce que furent les ordres exacts reçus par l'amiral Ronark, voici le courrier du général Durbal qui ne laissait
aucun doute quant au sacrifice demandé aux fusiliers marins. Il est de la plus haute importance que l'occupation de la ligne de l'Isère par les armées alliées soit maintenue, coûte que coûte. Il va y avoir de notre honneur, il y va de notre honneur d'aider les Belges dans cette tâche jusqu'à l'extrême limite de nos moyens. En conséquence, le passage de Dixmude devrait être tenu par vous, tant qu'il restera un fusilier marin vivant. Quoi qu'il puisse arriver à votre droite ou à votre gauche, si vous êtes trop pressé, vous vous enterrez dans les tranchées. Si vous vous êtes tourné, vous ferez des tranchées du côté tourné. La seule hypothèse qui ne puisse être envisagée, c'est la retraite. Comme l'écrira l'amiral, c'est net et clair. L'armée allemande qui espérait déborder les Alliés en s'emparant de Dixmude se retrouve donc non seulement arrêtée par des Bretons, aussi déterminés que furieux, ce qui n'était pas vraiment dans les plans. Mais le seul truc qui déborda, ce furent leurs digues belges. On l'ignore souvent, mais la région est restée sous l'eau durant les 4 années que durera la guerre. Des marins aidés par une inondation pour arrêter l'ennemi. Une vraie histoire belge. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu du petit théâtre des opérations volume 1. N'hésitez pas à vous abonner, liker mes vidéos, enfin vous faites comme d'habitude. Et en parallèle de cela, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, car j'en ai très peu sur ma chaîne malheureusement. Je sais pas pourquoi. J'ai quelques pouces like, enfin un pouce j'aime et puis voilà. Et puis sinon, bah... excusez-moi. Oui, donc je disais... voilà. Bon, bah on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis sinon à bientôt.